Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation, malgré les difficultés qu'on peut tous avoir par rapport aux déplacements plus compliqués par rapport au Covid. Nous n'avons pas trop d'absence. Chacun pouvait se faire représenter s'il le fallait. Alors, nous allons commencer par les pouvoirs. Alors, Monsieur Aumaître a donné procuration à Madame Laki. Là, donc voilà. Monsieur Deveau a donné procuration à Madame Damer. Madame Barreto a donné procuration à Monsieur Michel Clair. Et Monsieur Larrière, qui doit nous quitter avant la fin de la séance, donne pouvoir pour quand il sera parti. Je le vois, oui, je l'aperçois, mais il est caché, hein, mais ça va, il est souple. Donne pouvoir donc à M. Lancé pour quand il sera parti. D'accord? Voilà, sinon tout le monde est là. Je remercie la presse d'être présente. Nous allons donc désigner la secrétaire, le ou la secrétaire de séance. C'est au tour de M. Bourgeot d'être secrétaire de séance. Que je vous proposerai aussi, avant de rentrer à l'ordre du jour précis, de rendre un petit hommage à Samuel Paty. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait décidé de faire qui me paraît normal. Donc, je vais... Bon, peut-être qu'on peut peut-être se lever. Hommage à Samuel Paty. Assassiné parce qu'il exerçait son métier qui vise à éclairer et à former des esprits libres. Assassiné parce qu'au-delà des différences de chacun, il transmettait à ses élèves les valeurs de la République. Assassiné parce qu'à travers cet attentat sont visés la liberté de conscience, la liberté d'expression, le pluralisme des idées sur lesquelles se fonde notre démocratie. Nous sommes tous profondément choqués, accablés, et nos pensées vont pour ses proches, sa famille, ses amis, ses élèves, ses collègues et d'autres. L'école doit rester un lieu privilégié où l'on apprend la citoyenneté, la laïcité, le vivre ensemble. Un lieu où l'on forme des citoyens libres. Ne cédons rien à l'obscurantisme ni à la haine. Poursuivons les combats pour que vivent les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Pour marquer notre attachement à nos valeurs républicaines et en hommage à Samuel Paty, je vous propose d'observer une minute de silence et d'associer dans nos pensées les victimes de l'attentat de Nice dernièrement. Je pense que pour ce petit moment, l'écharpe républicaine a tout son sens. Je prends quelques secondes, je propose d'observer cette minute de silence. Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour concerne la séance du 17 septembre 2020, l'approbation de ce conseil. Vous l'avez reçu. Est-ce que parmi vous, il y a des remarques à faire? Pas de remarques? Donc on considère qu'il a approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. J'ai oublié de le dire, mais je pense que tout le monde le sait. Même si ce n'est pas très confortable, nous allons garder les masques. Nous sommes à la bonne distance, mais je crois que dans le contexte, il nous faut garder les masques. Parlez bien devant le micro, et fortement, parce que la voix, elle est mangée. Et pour les collègues qui sont derrière, vous nous demanderez. À ce moment-là, vous pourrez venir sur un micro portatif si vous avez besoin de prendre la parole. Hein. N'hésitez pas,
Nous ne prenons pas la parole sans micro parce que ça ne passera pas dans cette salle. Alors, ordre du jour, point numéro 1, opposition au transfert à Moulins Communauté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. 2, forêt communale, état d'assiette des coupes. 3, parc Sainte-Catherine, dénomination de 3 voies. 4, résidence de Plessis, dénomination de la placette centrale. Clos Jean Delaunay, classement d'une parcelle dans le domaine public, régularisation cadastrale. Administration générale. 6, fixation des taux de promotion concernant les possibilités d'avancement de vannes. 7, approbation du règlement intérieur de la formation des élus. 8, dérogation au repos dominical, avis du Conseil. 9, motion pour le maintien de Moulins Communauté de ces communes dans le dispositif de zone de revitalisation rurale, ZRR, et en vertu court. 10, présentation du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion de la communauté d'agglomération de Moulins. 11, travaux de rénovation de la gendarmerie. Finances. 12, convention de mise en œuvre de la reprise des contrats d'octroi de la ville par Moulins Communauté dans le cadre du transfert de la compétence eau. 13, révision des tarifs municipaux, de certains tarifs municipaux au 1er septembre 2020. 14, facturation des services municipaux pendant la période liée à la Covid-19. 15, attribution d'une subvention exceptionnelle de solidarité au profit des sinistrés du département des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes. 16, subvention allouée à l'Office public et l'habitat pour la réalisation d'un programme de 42 logements sociaux dans le parc Sainte-Catherine. 17, admission en non-valeur de produits irrécouvrables, budget principal et budget annexe. Ensuite, toute une série de décisions modificatives, la 18 sur la gendarmerie, la 19 sur la restauration municipale, la 20 sur le parc d'activité de la mode, le 21 sur la location des heures espaces, la 22 sur la saison culturelle, la 23 sur le budget principal. En question diverses, je vous donnerai des informations sur l'eau potable, puisque nous venons de recevoir la réponse de la préfète, donc je vous dirai ce qu'on fera de cette réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions diverses que vous voulez apporter à l'ordre du jour? Si jamais il intervient d'ici ce soir, vous le ferez. Voilà, alors nous allons y aller. Donc, première délibération. Alors, quelques informations, comme toujours, sur les décisions prises, justement, entre deux conseils. Alors, le 23 septembre, toute une série de marchés passés suivant la procédure d'adapter. Alors, un projet en voirie avec la société Eurovia d'Alaviseur. Le même jour, toute une série de marchés liés aux impressions, donc des supports d'impression qui sont le bulletin municipal avec l'imprimerie de combat Cébazard en 1 et en 2, il y a plusieurs intervenants, Inor Group de Varennes-Vauzelles. Le 23 septembre, toujours le même jour, pour l'impression du carnet de la saison culturelle, c'est Inor Group de Varennes-Vauzelles et numérique à l'école Moulins. Ensuite, 3 marchés attribués à des personnes, enfin des sociétés identiques. En première position, Alpha Numérique, et en deuxième position, l'imprimerie de combat de Cébazard. Le premier correspond à des affiches. Le deuxième correspond à différents supports, des papiers plein support. Le troisième, c'est les mêmes supports mais avec des logos, puisque à chaque fois on fait tirer des papiers avec des logos. Et pour terminer, en marché de fournitures, les fournitures de papier avec le PG10 en premier qui est à Enval, qui est une société sur Isère, et INAPA qui est dans Corbeil-Essonnes pour une partie. Le 12 octobre, une convention comme tous les ans, quand on prend une bouteille d'Arcade, c'est du gaz auprès d'Air Liquide. Nous sommes obligés de passer la convention à chaque fois au conseil municipal.
Et le 21 octobre, nous avons décidé de faire un emprunt de 400 000 € auprès du Crédit Agricole pour financer la deuxième partie du programme d'investissement inscrit au budget principal. Vous avez reçu cela et toutes les annexes, tous les restes sont consultables si vous le souhaitez. C'est une information. Alors, sur les délibérations. Première délibération, urbanisme. Jean-Michel Bourgeot sur l'opposition au transfert à Moulins Communauté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le PLU, puisque nous sommes actuellement PLU et que je vais laisser déclarer Michel, l'enjeu c'est restons en PLU ou acceptons-nous de passer en PLUI? Alors déjà en 2017, notre conseil municipal a décidé de s'opposer au transfert de la compétence du PLU à Moulins Communauté. La loi organise un nouveau transfert de droit de cette compétence aux EPCI. Ainsi, celles qui n'auraient pas pris la compétence en matière de plan du PLU deviendraient compétentes de plein droit le premier jour d'année suivant l'élection du président de la communauté d'agglomération, suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, c'est-à-dire au 1er janvier 2021. La loi organise à nouveau une période durant laquelle un droit d'opposition pourrait être exercé par la commune membre. Si dans les 3 mois précédant le 1er janvier 2021, au moins 25% des communes, donc soit 11 communes, représentant au moins 20% de la population s'y opposent, le transfert n'aura pas lieu. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront celles qui seront rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. Considérant l'existence d'un schéma de cohérence territoriale visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage. Considérant à ce jour que la définition du projet de PLU intercommunal n'est toujours pas établie, en l'absence d'un projet de territoire partagé, d'une définition cohérente du développement urbain, de l'établissement d'un cahier des charges, considérant l'intérêt pour la commune de conserver sa compétence pour mettre en œuvre les orientations de son plan d'aménagement et du développement durable. Pour exemple, j'avais envie de vous donner que dans le cadre du PLUI, par exemple, concernant le parc Sainte-Catherine, si nous étions en PLUI à ce moment-là, et c'était le président de Moulins Communauté qui aurait donné son aval, qui aurait dit oui ou non par rapport à la transformation pour qu'on puisse avoir le parc Sainte-Catherine. Donc là, il nous est proposé de s'opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération Moulins Communauté. Des questions? Des remarques? Nous nous sommes renseignés auprès des différents maires des 44 communes de l'agglomération. A priori, une grande partie des maires sont pour garder leur PLU, pour garder leur carte communale et ne souhaitent pas aller sur le PLUI, ce qui nous semble relativement favorable. Il nous faut 11 communes et a priori, on les aura sans problème. Oui, puisque comme l'a dit Jean, c'est marqué dans la libération, il faut 20% de la population pour avoir une minorité locale. Et on les aura, puisqu'on sait qu'à Verne, à 10 heures, vous en rendez compte, donc quasiment le 20%, on les a. Par contre, il faut aussi 25% de communes, on est 44, il faut donc au moins 11 communes. Ça s'était passé sans problème. La seule chose, c'est qu'effectivement, dans le contexte, il faut qu'on rappelle aux maires qui veulent s'opposer qu'ils doivent délibérer. C'est un élément, si on ne délibère pas, c'est qu'on est favorable. Donc il ne faut pas louper la date. Donc il y a jusqu'à la fin de l'année, donc je pense qu'on l'a fait, on a pris des contacts et je pense que globalement, une grande majorité vont l'attendre, et puis après les autres vont suivre, mais c'est bien. Je pense que autant on avait beaucoup discuté pour la prise en compte de l'aspect travail technique sur les dossiers, on est avec la Commune d'Aglo, autant là on est vraiment dans des choix stratégiques de chacune de ces villes qui doit pouvoir garder son pilotage de l'occupation de son territoire. Alors je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voter à l'unanimité, je vous remercie. Du point numéro 2, sur la forêt communale, l'état d'assiette de l'année 2021. L'Office national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des propriétaires, dont la forêt relève du régime forestier, les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. L'expertise repose cette année sur des raisons sanitaires, afin de récolter les bois qui dépérissent et sécuriser les abords des sentiers de promenade. Pour 2021, il est proposé de retenir à l'état d'assiette martelage de la parcelle 11 la coupe sanitaire en limite du bois au taillis de l'étang Boulin, donc au niveau de la forêt des Planchards,
au niveau de la forêt des Vèvres pour sécuriser les sentiers, et au niveau de la Solée en bordure de la parcelle numéro 10. Donc tout à l'heure je parlais de la parcelle numéro 11, donc c'est le bois des Planchards, et la numéro 10 en effet, Laurent d'études, donc c'est juste à côté de l'étang des Vénides. Le mode de commercialisation pourrait être le suivant. Pour la parcelle 11, ça représente 230 mètres cubes, avec une commercialisation qui se ferait de gré à gré ou par appel d'offres. Concernant la forêt, nous sommes sur 100 mètres cubes avec le même genre de commercialisation. La ville mettra ses bois à disposition de l'ONF, qui sera maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention spécifique dite de vente et exploitation groupée sera rédigée. Les bois d'affouage, fouquiers, taillis et arbres de qualité chauffage seront délivrés sur pied. Pour la délivrance des bois d'affouage sur pied, le conseil municipal désigne comme garant de la bonne exploitation des bois vendus le maire, Pascal Perrin, Jean-Michel Bourgeot, moi-même, et Laetitia Planche, conseillère déléguée au développement durable. Le chantier d'insertion, qui forme depuis plusieurs années ses bénéficiaires à la pratique du bûcheronnage, réalisera en partie l'exploitation qualité chauffage qui se trouve en bordure des chemins au niveau de la forêt des Vèvres. Ce bois sera ensuite vendu par la ville selon le tarif défini annuellement par la délibération aux administrés en ayant préalablement fait la demande. Par ailleurs, l'ONF nous alerte sur le dépérissement de certains chênes. Des coupes sanitaires d'arbres s'effectuent sur la commune, en raison notamment de maladies développées en lien avec la sécheresse. Ça confirme les changements climatiques qui engendrent dans le plan de gestion et d'adaptation de nos actions. Le but est d'entretenir la forêt et de remplacer les chênes pédonculés par des chênes rouvres. En fait, on fait monter le sud au nord de la France. Donc ces chênes qui sont bien adaptés au bocage bourbonnais. Il cite la maladie de la suie pour les érables et le courrier armillaire qui engendre des dégâts irréversibles. Nous voyons ces mêmes répercussions en zone urbaine, ce qui va nous amener à agir. Donc la Commission vous propose d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2021, d'approuver le mode de commercialisation ci-dessus proposé et d'approuver le mode de délivrance des bois d'affouage. Et bien entendu, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'opération. Question des oppositions. Laetitia. C'est une petite précision par rapport aux arbres que vous avez pu constater qui ont dû être abattus pour cause de sécheresse, pour cause sanitaire, et puis quand vous avez des arbres qui dépérissent, il faut les couper pour éviter qu'ils ne tombent et qu'ils engendrent des dégâts. Donc il y en a eu pas mal qui ont été coupés cette saison, environ 300. Mais je vous rassure, on a prévu de planter 300 arbres sur cette période automnale, et ça ne sera pas tout. Il y aura donc un plan sur 5 ans de replantation, de revégétalisation à hauteur de 250 à 300 arbres par an sur une cinquantaine de sites sur la commune. Il n'y aura pas uniquement dans les parcs histoire, il y aura également dans les rues, vers les écoles, etc. Et également sur des variétés fruitières pour compléter l'ensemble des essences qui seront plantées. Bien. Alors, votons sur la délibération. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 3 sur le parc Sainte-Catherine. Dénomination de 3 voies, puisqu'il faut très vite en mettre des voies, puisque les travaux vont bientôt démarrer, et très vite il faut qu'on puisse dire aux gens d'aller. Donc François Larrière, qui est le délégué sur le quartier, il est légitime qui vous donne quelques informations sur les noms qui ont été retenus. Alors vous avez tout le détail, je ne me rappelle pas du tout, mais voilà. Donc François. Voilà, donc dans sa séance du 17 septembre dernier, le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC Parc Sainte-Catherine. La société civile de construction Vent Sainte-Catherine a d'ores et déjà déposé un permis de construire pour 44 logements sociaux, et ce projet, qui est localisé sur la parcelle donc, de Sainte-Catherine, démarrera d'ici la fin de l'année et comportera plusieurs voies de circulation. Cette opération nécessite la dénomination de ces voies de desserte, d'une part pour faciliter le numérotage des futures habitations et d'autre part permettre aux concessionnaires devant les desservir de mieux identifier les logements dès les premières demandes de raccordement. La commission urbanisme et développement durable propose au conseil municipal de nommer les 3 voies de la façon suivante.
rue Gisèle Halimi. Nous la connaissons tous et toutes comme une avocate importante et comme une féministe qui était très engagée et qui a borné le féminisme depuis les années 70 en France. Avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne, donc puisqu'elle était née en Tunisie. Elle a été la figure du féminisme, elle a co-organisé et évidemment signé le manifeste des 343 en 1971, et elle a fondé cette même année avec Simone de Beauvoir le mouvement Choisir la cause des femmes. Elle a donc contribué fortement à l'évolution des mentalités qui ont préparé la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Elle a été députée de 81 à 84 et elle a également milité pour la parité en politique et l'égalité des salaires hommes-femmes. À partir de 1985, elle occupe plusieurs fonctions successives à l'UNESCO, à l'ONU, et elle est l'une des fondatrices de l'association intermondialiste ATTAC. Elle est décédée le 28 juillet 2020 à Paris. Une autre figure importante de la lutte pour les droits civiques et l'égalité entre les races, les hommes et les femmes, c'est Dulcie September. Dulcie September est née le 20 août 1935 dans la banlieue du Cap en Afrique du Sud. Elle a été une figure du mouvement anti-apartheid et elle a créé en 1962 le Yuchinchan Club, organisation anti-apartheid qui deviendra le Fonds de libération nationale en 1963. C'est la raison pour laquelle elle a été arrêtée et emprisonnée de 1963 à 1969 en Afrique du Sud, puisque ces associations étaient interdites. Elle a quitté son pays et s'est exilée au Royaume-Uni en 1973, et elle est devenue l'employée permanente de l'African National Congress, le Congrès national africain, dont vous connaissez une des figures prédominantes, M. Nelson Mandela. Et ce parti donc défendait les intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche en Afrique du Sud. Après l'élection de M. François Mitterrand en 1982, l'ANC n'a plus été considérée comme une organisation terroriste en France, ce qui leur a permis d'ouvrir un bureau à Paris, et Dulcie September en a pris la direction en 1984. Et c'est là qu'elle a été abattue, le 29 mars 1988, devant les bureaux de l'ANC. Pour la troisième rue, après avoir eu une grande figure nationale et une figure internationale de la défense des droits, nous sommes tournés vers une figure plus locale et en relation directe avec le parc Sainte-Catherine, puisque nous vous proposons la rue Hugues-Vertet. Hugues Vertet, donc un grand nom de l'archéologie auvergnate, est né le 2 avril 1921. D'abord professeur de lettres classiques, il s'est beaucoup investi dans les enquêtes archéologiques et il a publié depuis 1945 de nombreux bulletins dans des sociétés savantes, et notamment celle de Vichy. En 1959, il a intégré le Centre national de la recherche scientifique où il a mené une brillante carrière. Il a concentré ses recherches sur les ateliers de potiers gallo-romains du département de l'Allier. Ses intérêts scientifiques se sont donc portés sur les productions céramiques et sur les hommes qui les produisaient, qui sont à l'origine notamment de la découverte et de la mise en valeur des figurines en terre blanche qui sont actuellement exposées au musée de Beaujeu. Il est également président de la Société française d'études de la céramique et il a été rédacteur en chef de la revue archéologique Site. En 2012, il a fait don de toute sa documentation scientifique au musée de la céramique de Lezoux et il est décédé le 11 mars 2015. Il est donc en étroite relation avec le foyer Sainte-Catherine puisqu'il a étroitement participé aux fouilles du quartier de Saint-Bonnet à Yzeure. Avec une petite historique de chacun des trois noms de rue, des oppositions à ces noms, des abstentions, je vous remercie. Résidence Le Plessis, dénomination de la placette centrale, Catherine Briseville, en tant que déléguée sur le quartier. Quelques mots sur la personne retenue.
Donc, suite à plusieurs rencontres avec la CGL au Plessis lors de leur manifestation, nous avons échangé en disant que ça serait bien de pourquoi pas donner un nom à cette placette. Donc, la Confédération Générale du Logement du Plessis a proposé à la ville de baptiser la placette centrale pour l'appeler placette Michel Geoffroy. La commission urbanisme et développement du Rhône propose aussi au conseil municipal de la nommer. Donc Michel Geoffroy est né le 21 septembre 1918 à Châtel-Perron dans l'Allier. Il a effectué son service militaire en tant que cuisinier sur les bateaux Jeanne d'Arc et Jean d'Arc. Il s'est marié le 8 janvier 1940 à Bourbon-Lancy et a eu 16 enfants. Et d'ailleurs, il y a quelques enfants qui vivent encore sous les œufs. Mécanicien, soudeur de profession, il habite au lieu-dit La Tireuse, puis emménage au Plessis à partir de 1973. Il donne de son temps aux locataires de la résidence. Investi dans la vie associative, il fut correspondant de presse au journal La Vie ouvrière, membre actif des anciens marins du Moulin et également membre du motocross. Il décède le 20 août 2012. Les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Point numéro 5, clos Jean Delaunay, classement d'une parcelle dans le domaine public. Jean-Michel. À l'occasion d'un récent bornage sollicité pour une indivision, le géomètre a découvert un oubli dans l'enregistrement cadastral. Il s'agit en effet d'une parcelle de 1400 yards située à l'angle du chemin de Pont-Long et du clos Jean Delaunay en état de route et de trottoir. C'est le petit triangle que vous voyez là. Il s'agit de régulariser la dite parcelle dans le domaine public. Donc il vous est proposé d'accepter le classement de cette parcelle dans le domaine public et d'autoriser M. Perrin ou en cas d'indisponibilité un adjoint délégué à signer tout document à ce sujet. Un rattrapage cadastral. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. En administration générale, fixation des taux de promotion concernant les possibilités d'avancement de grade, Marie-Lise Garapin. Le nombre de promotions au titre d'une année est fixé par l'autorité territoriale après avis du comité technique en fonction des taux de promotion retenus par l'organe délibérant et du nombre maximum de fonctionnaires pouvant être obtenus. La délibération doit fixer annuellement ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant des cadres d'emploi des agents de police municipale. Il est proposé au Conseil municipal de fixer pour l'année 2020 les taux suivants pour la procédure d'avancement de grade dans la collectivité comme suit. Catégorie A 25%, catégorie B 25%, catégorie C 100%. S'agissant des catégories A et B, en cas de possibilité de nomination comportant une décimale, l'arrondi s'effectuera à l'entrée supérieure. Les questions, les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point numéro 7, approbation du règlement intérieur de la formation des élus. Marie-Lise Garapin. Alors donc on vous propose ce soir l'approbation d'un règlement intérieur. Je vais vous en faire une synthèse. Ce règlement intérieur précise que la formation des élus est un droit individuel. Le montant du budget formation correspond de 2 à 20% du total des rémunérations des élus. Il est proposé 5 500 € par an, 3 000 € sur 6 ans, donc soit 1 000 € par année. À chaque groupe politique de faire ses choix en fonction du crédit correspondant au nombre d'élus du groupe et à chaque responsable de groupe de valider le choix de formation avant la demande. Les frais de déplacement et de restauration sont pris en charge selon les critères régissant les déplacements des fonctionnaires. Compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur le budget des collectivités et en fonction du nombre des demandes à satisfaire, les critères sont définis comme la demande dans les délais impartis, les formations à caractère départemental, la formation spécifique à la délégation, le respect d'une certaine équité entre les différentes demandes. Donc de plus, en élément complémentaire, ce qu'on peut dire, c'est que depuis la loi du 27 décembre 2020, il doit être mis en place par la collectivité au cours de la première année une formation au profit de tous les élus. Et en complément,
Existe également le DIF, donc, qui donne la possibilité à chaque élu d'avoir 20 heures de formation par année de mandat. La demande est individuelle et son acceptation est indépendante d'un certain nombre de critères. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur pour la formation des élus, qui est donc annexé à ces délibérations. Est-ce que quelqu'un a des questions? Prenez bien le micro. Oui. Tout d'abord, alors j'ai déjà des questions. Enfin, Maria Marico, du coup, m'a laissé ces questions. Je vais lui dire. Monsieur le maire, le projet de délibération relatif à la formation des élus que vous soumettez au vote du conseil municipal me paraît excessif sur plusieurs points. Notamment, 1. Celui de limiter les formations par groupe politique ainsi que d'orienter les thématiques limitatives qui vous semblent opportunes. Article 2. 2. De même, conditionner l'organisation de la formation à l'accord du chef de groupe est illégal. Article 3. Troisièmement, également prioriser le droit à la formation sur la base de l'antériorité ou la présence de crédits insuffisants n'a pas de fondement légal. Article 5. 4. Enfin, conditionner une formation à un organisme départemental agréé est illégal car le maire ne peut choisir l'organisme retenu par l'élu lui-même, sous réserve qu'il soit agréé par le ministère, car l'agrément a une portée nationale. Article 5. La jurisprudence précise qu'un maire ne peut limiter par une délibération ou un règlement intérieur le droit à la formation des élus quant à la nature, thématique ou au montant des crédits alloués. Ainsi, une décision qui imposerait des crédits inférieurs aux 20% prévus par la loi serait une décision entachée d'illégalité que le préfet ou la Chambre régionale des comptes pourrait remettre en question. Ainsi, plusieurs décisions rendues par diverses juridictions administratives françaises en attestent. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, je vous remettrai le document. Voilà. Et moi, j'aurais aimé donc compléter également par une intervention. J'ai été surprise en fait qu'aucun encadrement de la formation n'existait auparavant. J'ai donc moi personnellement des points à éclaircir. Est-ce qu'il y a eu des demandes ou des refus de formation ces dernières années? Si oui, selon quels critères étaient-elles octroyées ou refusées? Que devient le budget alloué à la formation des élus s'il n'est pas utilisé? Est-ce que l'enveloppe doit être utilisée ou pas? Ensuite, donc, ce règlement a été tiré d'autres règlements existants, en effet, je l'en ai constaté, sauf 2 phrases qui ont été rajoutées que je n'ai lues dans aucun autre. Tout d'abord, pour l'article 2, chaque groupe politique se verra attribuer une somme au prorata du nombre d'élus membres du groupe. Nous sommes 33 élus municipaux et cette règle lésera forcément les élus minoritaires tout en favorisant la majorité. Le droit à la formation doit être égalitaire et ne pas être rapporté à un groupe politique. Ne trouvez-vous pas que nous devons être égaux devant l'accès à la formation et à l'apprentissage? Si le budget formation n'est pas en totalité pris par un groupe, les fonds seront-ils perdus ou seront-ils attribués à d'autres élus, répartis? Ensuite, l'article 3, je vous cite, « Toute demande devra, au préalable, être validée par le responsable du groupe politique de l'appartenance de l'élu. » Je vais de ce faire revenir sur l'article 1er. Le droit à la formation est un droit individuel. Chaque élu choisit librement les formations qu'il entend suivre. Donc, rappelons 2 définitions présentes dans cet article 1er. Le mot individuel, qui concerne l'individu et qui est propre à un individu, qui concerne une seule personne. Et ensuite, la définition de la notion du libre choix. Le libre choix renvoie à l'autonomie comme pouvoir de vouloir pour soi-même, fondé sur les capacités de délibérer et de décider. Nous sommes donc sur une contradiction totale entre un droit individuel et une demande qui doit être validée par un responsable de groupe. Ces 2 clauses rajoutées au règlement donnent la sensation de vouloir verrouiller et restreindre l'accès à la formation ainsi que la liberté individuelle et de libre choix de l'élu. Tout en s'inscrivant dans un besoin de la collectivité, bien entendu, le libre arbitre et la libre initiative personnelle doivent rester primordiaux dans l'accès à la formation. A contrario, ce règlement ne parle pas de l'obligation de formation la première année des élus ayant délégation. Ce règlement soulève aussi l'accessibilité de la fonction d'élu aux citoyens lambda. En effet, pourquoi ne pas travailler sur un guide d'accueil à destination des nouveaux élus de la ville d'Yzeure et mentionnant les essentiels à savoir pour une bonne prise de fonction, entre autres l'accès à la formation, le DIF élu, la conduite à tenir et la personne référente.
Précisons également qu'un décret du coup de juillet 2020 donne la possibilité aux élus municipaux d'acquérir et d'utiliser leur crédit annuel de 20 heures de DIF, et ce, dès le début du mandat. Donc, du coup, on est tous concernés, donc on peut en bénéficier actuellement, on n'a pas besoin d'attendre une année de mandat. Et par contre, je pense que vous parlez sûrement, oui, de la loi du 27 décembre 2019, proximité engagement, qui du coup assouplit l'accès à la formation des élus. Voilà pour, On ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions parce que... Non, alors, il y avait juste en fait les deux premières, après, c'était pas vraiment des... Mais il y a la demande... Alors, est-ce que des demandes de formation ont été faites? Y a-t-il eu des demandes? Y a-t-il eu des acceptations de formation ces dernières années? Si oui, comment? Vous avez... Et est-ce qu'il y a eu des refus? La réponse va être faite. Il n'y a eu aucune demande, donc aucune acceptation, aucun refus. D'accord. Et donc au niveau du budget, pardon, est-ce que ce budget en fait c'est dans une enveloppe et s'il n'est pas utilisé? Mais je crois que par contre sur le budget, là j'ai trouvé voir quelque part, je ne suis pas spécialiste de là, que c'est prévu dans le document. 3 euros. Oui, même le montant. Oui, mais si ce montant n'est pas attribué, s'il n'y a pas eu de formation, ce montant il est... Il est marqué dans le document. C'est noté, hein, je pense. Oui, c'est noté. 5500 euros, c'est ça. On a mis une enveloppe sur l'ensemble. Alors c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir des années où il y aura besoin de plus ou un peu moins, on pourra ajuster. Elle est là. Moi, où je ne peux pas vous laisser dire, c'est que la répartition qu'on a faite, elle n'est pas équitable. Si justement on l'a faite, c'est pour que chacun puisse bénéficier du même montant. Nous sommes 33 élus, il y a 33 000 euros, c'est-à-dire que chaque élu peut bénéficier de 1 000 euros. Aujourd'hui, la question qui se pose très vite, c'est quelqu'un qui se précipite, qui demande une subvention, qui va demander à partir une formation. Je vais prendre un exemple qui coûte 4 000 euros. Vous trouveriez normal parce que c'est le premier qui tire qui part. Je ne dis pas ça complètement par hasard. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut qu'il y ait un montant. Effectivement, il faut qu'il soit réparti par groupe. Comme ça, vous allez dire, eh bien oui, un groupe de 3 a moins d'argent qu'un groupe de 25 ou 26. Bien évidemment, mais quand on va diviser, ils auront le même montant. Sauf s'il y a l'intérieur du groupe. C'est pour ça que la vie du responsable de groupe est important, parce que si le premier qui demande mange toute l'enveloppe financière de son groupe, c'est un travail de groupe. Moi, je n'ai absolument pas le droit, je ne souhaite pas du tout, décider que dans un groupe, X utilise toute l'enveloppe du groupe et il va prendre l'enveloppe de Y et de Z. C'est pas moi. Si par contre le groupe décide qu'ils veulent former quelqu'un sur un domaine bien particulier qui correspond, là aussi, on ne se forme pas jamais dans tous les secteurs. Il y a des règles, il y a toujours, dans tous les règlements, à la communauté on est pareil, des éléments qui nous disent dans quel domaine on peut partir en formation. C'est lié à nos fonctions d'élus quand même. C'est lié en partie à ce qu'on fait. Alors il y a des formations généralistes qui peuvent être tout élu, mais un élu qui est par exemple dans l'environnement, va peut-être avoir envie de partir plus dans l'environnement, ça serait légitime. Quelqu'un qui est sur les suivis du personnel, suivi autrement. C'est quand même une formation professionnalisante. Donc voilà. Alors il y a plein de choses. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est concernant les domaines de formation, ils sont relativement étendus, parce que ce qu'on a voté au mois de juin, c'est domaine, alors l'urbanisme, l'habitat, tout ce qui concerne le développement durable, gestion des ressources humaines, gestion financière, économie comment productive, petite enfance, jeunesse, éducation, solidarité, restauration, politique culturelle et sportive, communication événementielle. Donc c'est des domaines vraiment qui concernent la majorité, enfin l'ensemble des élus. Et puis il est également prévu sur la formation collective. Vraisemblablement, c'est pas encore arrêté le thème, mais autour de la question de la lecture du bilan financier, enfin, ce serait une formation de ce type-là qui serait donnée à l'ensemble des élus. Et si on a signalé qu'il fallait un organisme agréé, c'est la seule chose que l'on se doit de vérifier. Ce n'est pas marqué qu'un endroit, on est obligé de faire avec X ou avec Y, parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de partis ont des structures formation qui sont en partie liées à leur parti, et après tout sur certaines qui sont très politiques, pourquoi pas. Mais par contre, ça, il est clair, c'est agréé. Vous en avez aussi dans le département. Quand on a écrit un moment qu'effectivement on trouve intéressant que les gens s'interrogent là-bas, à un moment on n'arrête pas de dire qu'il faut penser local,
il faut peut-être penser local, même nous en tant qu'élus, parce que si nous on trouve sur le secteur, alors si on ne trouve pas, on va chercher ailleurs, mais avant d'aller voir ailleurs, moi ça ne me choque pas qu'on se dise on va aller voir si localement on trouve. Il faut savoir que la TVA organise, en lien avec le centre de gestion, qui sont deux organismes pilotés par le Conseil général, et c'est des organisations, je dirais pas majoritaires, c'est des organisations paritaires où chacun est présent, les groupes politiques, et il y a des représentants de tous les partis dedans, mettent en place des formations à la demande des gens. Nous, aussi bien pour certains cas pour les personnels que pour les élus. Donc, les éléments que vous laissez entendre que je veux choisir quelle formation, c'est pas ça du tout. Vous avez essayé de transformer des lectures de phrases. Michel. Oui, par rapport à... Pardon, je vais parler dans le micro. Limiter la formation au prorata n'est pas forcément juste, parce qu'on a le même mandat à couvrir, on a le même champ à couvrir, qu'on soit 3 ou 20 élus. Alors, on a tout changé. Le prorata n'est pas juste. Parce qu'on a le même champ de connaissances à avoir à 3 que si on est 20. C'est pas prévu maintenant. On demande la parole, s'il vous plaît, mes collègues. Qu'on soit 3 ou 20, on couvre tout le champ des possibles. La réponse. Et après, moi, ce que je dis, le champ est aussi limité, on doit avoir tous les champs possibles de Michel, formation. tu as demandé combien de formations? Non, mais dans la précédente, donc si tu j'en ai pas demandé, qu'est-ce que tu voulais? Mais si le cas se présente, un élu peut avoir besoin de tout le champ de compétences qu'on peut avoir quand on est élu, et autant que les 20 autres élus de la majorité. Oui, mais chaque élu, j'ai entendu dire tout à l'heure que la formation est un droit individuel. Oui, on est d'accord, mais ça veut dire qu'à un moment, individuellement, chaque élu bénéficiera de 1 000 €. Alors après, peut-être qu'on bougera un peu, parce que moi, il est évident que si l'enveloppe n'est pas utilisée, il n'y a pas de raison qu'on ne la fasse pas. Mais je ne me suis pas posé toutes ces questions, parce que pour l'instant, on est plutôt dans la problématique que depuis des années, on met des enveloppes, elles ne sont jamais utilisées. Parce que derrière, il faut aussi trouver du temps pour y aller. Donc, à un moment, contrairement à ce qu'on pense, la preuve, c'est qu'on n'a pas eu de demande jusqu'à maintenant. C'est pas parce qu'on les a refusés. Voilà. Donc, peut-être que justement, le fait de mettre en débat, ça nous oblige à dire qu'on a des possibilités. Et j'espère qu'on l'aura. Mais on en reviendra, en tout cas. Voilà. Si vous pensez qu'effectivement il n'est pas légal, on verra ce que dira le contrôle d'égalité qui va le regarder. Hein. Moi, ce qu'on a mis quelques indications, c'est qu'effectivement, c'est un moment, s'il y a des éléments d'arbitrage à faire dans les groupes politiques, ce n'est pas le maire, dans aucun groupe politique, qui fera les arbitrages de qui partira en formation et quand. Vous êtes des groupes, vous avez des responsables de groupe. Eh bien, ça sera en tant que groupe pour vous dire à un moment, on sort de notre enveloppe, on sort de mon enveloppe individuelle. Si je sors de l'enveloppe individuelle, ça veut dire que j'ai un copain dans ma liste qui laisse passer son tour, ou qui ne le fera pas cette année, ça peut s'entendre, ou inversement, qu'on fait partie du groupe. Mais c'est bien à chaque groupe, c'est aussi à chaque groupe de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi, on met s'il y a deux demandes pour un même sujet, on choisira celui qui a une délégation. Donc l'opposition n'aura pas le droit à la formation. C'est marqué dans le règlement que vous avez proposé. J'ai pas entendu. Est-ce que quand il y a deux candidats pour une formation, la formation, il y aura celui qui aura une délégation, mais pas l'autre. C'est marqué dans votre règlement. Moi, je trouve ça un petit peu discriminatoire. Tu le trouves dans quel article, ça? Parce que... Oui, je me rappelle plus. En fait, c'est pour dire dans le secteur. C'est pour être dans le secteur d'activité. Mais si vous êtes deux dans le même secteur, effectivement, vous demandez la même, mais si vous êtes deux dans ce secteur différent, théoriquement, il faut aussi des priorités. Il faut partir dans son secteur. Chacun de vous est dans des commissions, et bien vos secteurs d'activité sont liés aux commissions. Il faut avoir une cohérence pendant 6 ans. Chacun de nous va plutôt se spécialiser dans un certain secteur. Et à ce moment-là, la question ne va pas se poser en ces termes. En même temps, j'ai envie de dire, vous aurez moins cette problématique, vous, que notre groupe à nous. Parce que vous êtes en général que un par commission. On n'y aura pas droit à l'occurrence. Hein? Mais on n'a pas la délégation. Mais pas toi, mais si tu regardes les délégations, je me demande si vous avez regardé quand on a voté au mois de juillet les termes. Bien que vous les lire, c'est tellement large contre nous. Si vous n'arrivez pas à placer là-dedans, il y a quand même de la marge. Hein. Il y a pratiquement tous les domaines d'activité. Mais s'il y a deux qui veulent l'urbanisme, ça sera celui qui aura la délégation urbanisme
ministre qui ira. C'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Si vous êtes dans votre enveloppe budgétaire, les deux vous partez en urbanisme et dans le même groupe, vous êtes financé. Et pourquoi tu te fais... C'est marqué dans le règlement, devant la priorité, celui qui a une délégation. C'est un groupe de règlement. Excuse-moi, par groupe. Mais c'est pas... Ah non, par contre, d'accord. Mais on raisonne pas. D'accord. C'est pas mentionné comme ça. C'est entendu comme ça, puisque... Ouais, moi, j'ai pas entendu comme ça. Les arbitrages, ils vont se faire à l'intérieur des groupes. Alors, on va passer au vote sur ce règlement intérieur. Alors, qui est contre? Pour Madame Barreto. Alors, 2. Donc, 4 contre. Non, 3. Ah, 3, excuse-moi. J'ai compté 2. Tu vois, excuse-moi, j'ai pas voulu te faire voter contre. C'est une erreur. Tu m'en voudras pas. Bon. Alors, des abstentions. 4 abstentions. Donc, le reste, vote de la majorité. Ok. On verra. On pourra discuter du fonctionnement en fonction des débats qu'on peut avoir lieu. Alors, point numéro 8. Ce sujet n'a pas été évoqué lors de la commission finance et administration générale. Si, mais Madame Barreto n'était pas là. Il y a peut-être une formation contre le chemin des conseils municipaux. Non, c'est... Oui, parce que ce qu'on vient de faire, c'est un peu dommage. On fait là un débat de commission. Alors, quand on réclame des commissions et qu'on nous dit on ne fait pas de commission, ce sujet-là, ça fait partie de celui qui aurait pu se prendre le temps de s'analyser et tout. Bon, après... Oui, moi, par contre, par rapport aux commissions, je fais une petite remarque. On n'est pas forcément... Auparavant, on avait un tableau des commissions qu'on avait dans le mois. Il ne paraît plus. Alors, quand il y a un loupé, comme ça a pu se produire dernièrement, on n'en est pas visé. Donc, on aimerait bien de retrouver le tableau des commissions, des activités que la municipalité met avec le conseil. Le tableau des commissions, chacun est dans la commission? Mensuellement, recevez un calendrier des activités du conseil, des gens, des élus. Voilà. Et ça ne paraît plus depuis le nouveau conseil municipal. Michel, tu ne vas quand même pas être victime de ne pas avoir lu ta convocation. D'accord? Attends. Mais j'ai pas eu de convocation. Quelqu'un ne l'a pas vu, donc il n'a pas communiqué, mais au moins, c'est pas grand-chose de faire un tableau pour qu'on soit informé des travaux qu'il y a au conseil municipal. Ça existait avant, je ne vois pas pourquoi ça n'existe plus. Le tableau des manifestations. Manifestations, les commissions, etc., le travail du conseil municipal aussi. D'accord, alors ce qu'on fera, on reprendra, il faut reconnaître que le tableau entre autres, tout ce qui est associatif, il y en a beaucoup moins parce qu'il y en a plus depuis 6 mois qu'on est élu, on voit bien la difficulté. Oui, on réfléchira, puisqu'on l'a encore, quel tableau il sera diffusé, qui donne, quand on les a, les conseils municipaux, les commissions, comme ça tout le monde sait que tel jour, il y a la commission X qui se réunit, même si son collègue oublie de nous le dire. Mais la convocation, elle est envoyée par mail. Non mais, attendez, on est d'accord, s'il vous plaît. Aujourd'hui, chacun est convié, quand il est membre de commission, il est convié. Moi, la demande, c'est de dire, on aimerait collectivement avoir les dates de toutes les commissions. En gros, entre autres. Quand on n'est pas convié, quand on est suppléant, on n'a pas forcément la conviction. Alors, moi, je n'ai pas à résoudre le problème quand le collègue, ça ne marche pas. Par contre, j'entends cette question et je dis, on pourra diffuser, alors c'est pas tous les jours, tous les 2-3 semaines, nous on le fait à peu près toutes les 2 semaines, ce tableau où il y a les dates des principales réunions, ce qui ne veut pas dire que les hauts sont ouvertes à tout le monde. Je rappelle qu'il y a des moments où les réunions sont très ciblées. Ça veut dire qu'à un moment, il faudra bien que chacun de vous voit bien cette réunion, elle est pour lui, pour telle personne ou pas tellement de la commission, elle ne faut pas. Ça, c'est pas compliqué. On le reprendra, c'est qu'on ne l'a pas remis en lancement, c'est tout. Ça se passait bien. Bon, souvent, vous avez râlé quand même le mandat précédent parce qu'il y avait des loupés. Alors, mais si ça se passait bien, on va essayer que ça se passe aussi bien. On va essayer que ça se passe aussi. Ok. Alors, on continue. Point numéro 8, dérogation au repos dominical. Marius. Oui. Donc, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions du Code du travail relatives aux dérogations au repos dominical des salariés. C'est que dans les établissements de commerce de détail, on repose de manière annuelle normalement le dimanche. Ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Donc, concernant l'année 2020, le nombre de dimanches d'ouverture autorisés par commerce de détail était de 5. Considérant que les commerces ne sont pas situés dans des zones caractérisées par une affluence particulièrement importante de clientèle hors période de solde ou fêtes de fin d'année, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la dérogation au repos dominical maximum 5 dimanches par an et par commerce, soit pour l'année 2021, les dimanches, alors je vais vous donner les dates, pour les commerces de détail de l'alimentaire, 10 janvier, 27 juin, 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre. Pour les grands magasins et supermarchés, commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire, 6 juin, 13 juin, 11 juillet, 19 décembre, 26 décembre. Pour les commerces du secteur automobile, 17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 septembre, 17 octobre. Donc il y aura un arrêté municipal qui fixe les modalités de dérogation à la règle du repos dominical et qui sera pris avant le 31 décembre 2020. Donc après consultation préalable des organisations syndicales d'employeurs et des salariés concernés. Des questions, Michel? Oui, moi je suis toujours étonné qu'il y ait des dérogations pour des commerces qui n'ont pas des affluences considérables en semaine. Et dans l'ouverture le dimanche, elle se fait plus souvent au détriment des salariés. Et puis enfin, on est dans une période où on entend beaucoup qu'il faut aider le petit commerce, et ça c'est encore à leur détriment, et c'est pas la meilleure façon de les soutenir. Pour moi, le dimanche, c'est un jour qui est consacré à la famille, au sport, à la culture, et déambuler dans les grandes surfaces, c'est pas une fin en soi. Donc c'est une remarque, bon, on ne va pas s'opposer, mais quelque part, ça me gêne quand même. Laetitia? Monsieur le maire, donc j'ai une déclaration de vote à faire, donc avant que vous puissiez passer au vote. Donc les élus communistes et Génération S s'abstiennent sur cette délibération. En effet, nous analysons le fait que le travail du dimanche sert d'abord les grandes enseignes au détriment du petit commerce et de nombreux emplois qu'il porte. La concurrence exacerbée dans le commerce se fera au détriment des plus petits, des marchés locaux, des épiceries de quartier. L'argument employé par le législateur d'alors, donc la loi Macron de 2015, est que les salariés, bien souvent salariés et ES, sont volontaires et seront payés plus. Or, les salaires dans ce secteur sont ridiculement bas, et cela toute l'année. Le volontariat ce jour-là est une nécessité pour tenter d'arrondir des fins de mois difficiles. Pas facile non plus de s'opposer à son patron quand il veut que vous alliez travailler et que le pays compte des millions de chômeurs. Enfin, sur l'argument économique, les consommateurs ne dépenseront pas plus dans le mois parce que les commerces seront ouverts le dimanche. Le facteur limitant, aujourd'hui, c'est la faiblesse des salaires et du pouvoir d'achat, pas les horaires d'ouverture. Nous soulignons toutefois que le maire n'autorise que 5 dimanches, alors que la loi permet de déroger jusqu'à 12 dimanches par an et que ce nombre n'a pas varié dans le temps. Alors, j'entends vos réserves. Moi, je dis simplement, je ne sais pas, là-dessus, effectivement, nous avons mis une règle, on s'est mis avec l'ensemble des maires, les 3 maires de la commune, de la communauté, on s'était dit, on est sur 5, puisque historiquement on était sur 5, parce qu'avant qu'il y ait cette loi-là, et on s'est dit qu'on n'est pas dans une zone qui justifie tout à fait d'ouvrir 12 fois. Il faut savoir qu'en dehors de ça, il faut qu'on prenne notre délibération, parce que si on ne la prend pas, on est harcelé par tous les grands groupes nationaux qui ont des enseignes ici, et qui demandent ouvrir au minimum 12. Et je peux vous dire qu'ici, il faut ouvrir tout le temps. Donc aujourd'hui, on est sur 5. Si on met des dates différentes, c'est peut-être ça que je veux donner, c'est parce qu'en fait, il y a un travail avec les fédérations en fonction des grandes journées. L'automobile, ce n'est pas les mêmes que l'alimentaire, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont avant Noël. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte. Normalement, on les fait en lien avec les grandes fédérations. Par contre, effectivement, je peux comprendre qu'un certain nombre de gens s'interrogent sur le train du dimanche. Nous avons trouvé un mix qui est... On n'autorise pas les 12, parce que là, par contre, c'est pratiquement une fois par mois pour être réaliste. Et voilà. Donc moi, je vous mets à cette délibération donc, sur 5 dimanches, exclusivement aux dates qui sont données à la filière. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, ok, je vais essayer de ne pas me tromper.
Je ne veux pas faire comme dans certaines instances où on compte très vite pour être sûr d'en louper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, je me suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est pour ça 13. Alors 13, ça se tient. D'accord? Ok. Bon, les autres. Donc, je vous remercie. On passe au point numéro 9, motion pour le maintien de la communauté de ses communes membres dans la disposition de zones de revitalisation rurale, ZRR. Isabelle, donc tu es au niveau de la commune d'Aglo, tu nous représentes, comme d'autres, mais principalement toi. La loi de finances rectificative de 2015 a réformé le classement des communes en zone de revitalisation rurale. Pour être classées en ZRR au 1er juillet 2017, les EPCI devaient avoir à la fois une densité de population inférieure ou égale à 63 habitants au kilomètre carré et un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à 19 111 €. Au regard de ces critères, Moulins Communauté devait sortir du dispositif au 1er juillet 2017. Par conséquent, le 26 juin 2017, Moulins Communauté a délibéré afin de demander à l'État le maintien de son territoire en ZRR, de façon à pouvoir continuer à soutenir les acteurs économiques ainsi que le tissu associatif. En effet, on constate que depuis 2013, notre PCI a perdu plus de 1,4 million d'euros du fait de la contribution à l'effort au redressement des finances publiques. Les Moulins Communauté est d'autre part devenu bénéficiaire du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, ce qui démontre que sa population est plus pauvre et son territoire moins riche qu'au plan national. Par conséquent, la Commission économie, finances, administration générale et communication propose au Conseil municipal de demander que les spécificités et les particularités des communes du territoire de Moulins Communauté soient prises en considération dans le futur dispositif des ZRR et en conséquence demande le maintien de l'EPCI et de ses communes membres dans ce dispositif. Pour compléter votre information, nous avons reçu une lettre de la ministre, parce qu'au niveau national, il est censé que ça bouge un peu, qui nous dit « Vous inquiétez pas, on prolonge le dispositif de 2 ans, on se met autour de la table et on le redéfinit à partir de janvier. » Moi, je vous propose de ne pas retirer pour autant la motion, parce que dans tout ce que l'on demande, l'État dit aujourd'hui s'engage à faire, mais nous, on a quand même un certain nombre d'éléments qu'on a demandé, quand dans les demandés, je ne peux pas reprendre tout, mais la révision de critères, la partie, il y a une vraie réflexion à mener. On sait tous que les dotations, il faut y réfléchir, mais pas simplement les remettre comme ça. Donc moi, je vous propose de garder notre motion qui va plus loin que ce qui est écrit dans la lettre. C'est-à-dire, on a bien conscience que la ministre l'écrit, okay, mais nous, on met des conditions un petit peu. Donc voilà, moi, je voudrais quand même qu'on la maintienne et qu'on ne se dise pas, parce qu'il y a moins d'une semaine, c'est le 19 octobre, enfin, en date du ministre, on a reçu le 21 octobre, c'est pas parce qu'elle est arrivée le 21, il faut qu'on la... Donc, je mets cette motion au voie en sachant qu'elle est normalement présentée dans quasiment toutes les communes de la commune d'Aglo, parce que sachez que c'est important pour nous, pour tous, que notre territoire communautaire soit reconnu en ZRR, ça change énormément par rapport à des subventions de l'État. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour nous demander de classer en ZRR. Point numéro 10, présentation du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion de la communauté d'Aglo du Moulin Communauté. Alors, je vais prendre ce dossier et je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous lire les 97 pages du rapport, ni même du 545 qui accompagne. Vous avez su, comme moi, je pense que vous avez pu regarder, la note qui était jointe. Nous n'avons fait aucune censure, c'est la note qui est écrite par le président de la commune d'Aglo. Donc, ce qui est écrit dedans engage le président de la commune d'Aglo. C'est donc pour ça qu'on l'a jointe, on considère qu'on a fait le travail, on a envoyé aussi Thomas. Par contre, moi personnellement, je dois présenter le maire de chaque commune doit présenter ce rapport. Simplement, vous prendrez acte qu'il a été présenté. On n'a pas à se prononcer, après il peut y avoir un petit débat. Voilà. Il a été présenté en conseil communautaire, donc moi je vais préparer un petit peu. Alors, chers collègues, rappelons tout d'abord
que le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de moulins communautés porte sur la période 2012 à 2017. 2012 à 2014 correspond à une période, entre autres pour Yzeure, où Guy Chamfort était maire et vice-président en charge des finances à la Commune d'Aglo. C'est-à-dire que ça correspondait pas au mandat précédent, 2012-2019, correspondait à la fin du mandat avant le précédent. 2014-2017 correspondent à une période où nous, socialistes, iseuriens, on participait, comme actuellement, à l'exécutif de la Commune d'Aglo. Je le situe parce qu'il y avait eu deux périodes un petit peu différentes. Sur ce dossier transmis par la Commune d'Aglo, précisons bien que seules les 97e pages correspondent au rapport de la Chambre régionale des comptes, CRC. Attention, nous avons reçu un pavé. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, il est là, et le président, quelqu'un qui est contrôlé, ça nous est arrivé et qui est donné, peut mettre ce qu'il veut à côté pour expliquer. Les 540 pages qui sont après, c'est des explications complémentaires. Moi, je ne vais pas les commenter, c'est des explications des justificatifs. Moi, je parle des 97 qui sont de la Chambre régionale des comptes. C'est donc exclusivement sur celle-ci qu'on doit faire une présentation et débattre éventuellement si vous souhaitez. Notons tout d'abord que la CRC fait 10 recommandations. Il faut toujours relativiser. Pour mémoire, suite au dernier contrôle qu'on avait eu à la ville d'Yzeure, nous avions eu 2 recommandations. Je ne reprendrai pas ces 10 une par une à vous les détailler, vous les avez reçus, vous avez pu en prendre connaissance des explications. Par contre, il me semble important d'extraire quelques éléments significatifs de ce rapport. 97 pages, j'avais pris le temps de le lire dans la Commune d'Aglo, je vais regarder à nouveau. En page 9, et je fais que des extraits de lecture, j'essaie de ne pas faire dans l'interprétation, mais je veux alerter sur un certain nombre de remarques qui sont faites, parce qu'on est quand même dans la Commune d'Aglo. Page 9, c'est écrit « La Commune d'Aglo n'a pas formellement défini sa stratégie de développement ». En page 19 et 21, concernant la mutualisation, rappelons, 3 communes ont mutualisé des agents, Neuvy un agent, Toulon un agent, Moulins 94 agents. La CRC écrit « Le choix d'une prise en compte des charges mutualisées, plus de 3 millions d'euros, non assortie de clauses d'indexation, est de fait favorable aux finances de la ville de Moulins. L'intercommunalité supporte seule l'évolution à venir des charges de fonctionnement des services mis en commun, allant même jusqu'à dénoncer le caractère défavorable pour l'intercommunalité des conditions financières de la mutualisation. La façon dont financièrement la mutualisation dans le cadre des transferts est faite depuis la création fait de la part de nombreuses remarques de la Chambre régionale des comptes. Il faut le savoir. Et il y a quand même 94 agents qui ont été transférés. Page 20. La Chambre invite Moulins Communauté à se conformer à l'obligation d'adopter un pacte financier et fiscal entre l'intercommunalité et ses communes membres. Ce document sera joué aux gens compte rendu. Page 24. Il écrit « Depuis le renouvellement du Conseil communautaire de 2014, aucune délégation n'ayant été consentie au bénéfice du bureau par le Conseil communautaire, la fonction du bureau a été réduite à un rôle strictement consultatif. Nous sommes un certain nombre à dire que la gouvernance doit bouger. » Page 32 à 35. La Chambre invite le PCI, donc la Commune d'Aglo, à plus de rigueur dans le traitement des imputations budgétaires et opérations comptables. L'examen des documents budgétaires fait apparaître des omissions de certaines informations budgétaires quant au reste avalisé en 2012 et plusieurs erreurs d'imputation. Pour l'exercice 2013, le compte de gestion fait apparaître un écart de 1 764 942 €. Faute de présenter le montant total des restes à réaliser en dépenses et recettes, le compte administratif de l'exercice 2012 est ainsi erroné et le solde d'exécution de la section d'investissement est inexact. Quand même des éléments forts. Une remarque personnelle sur ces paris 2012-2013. Le vice-président chargé des finances à l'époque, qui depuis quelques mois passe son temps à critiquer tout le travail des élus actuels de la Commune d'Aglo, il aura peut-être dû être plus vigilant quand il était vice-président à l'époque. Et je n'en dirai pas plus.
J'aurais pu citer d'autres remarques de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des personnels, sur le fonds de concours pour les communes rurales, sur les taux d'exécution de différents budgets, sur la gouvernance. D'ailleurs, Jérôme, lors du conseil communautaire où ce rapport a été présenté, avait abordé l'ensemble de ces points. Je pense qu'ici, je n'ai pas le temps, et en plus, avec le Covid, je pense qu'il ne faut pas qu'on passe des heures, vous pouvez le relire, on ne peut pas voir. Alors, il y a aussi des éléments positifs, mais on peut faire confiance au président, il a su les mettre en valeur dans les 547 pages complémentaires qu'il nous a transmises. Moi, je m'arrête là. Vous avez le rapport de solvabilité, faites votre jugement personnel, prenez le temps de le regarder de temps en temps, d'aller voir, parce qu'effectivement, il semble d'éléments. Voilà ce que je voulais vous dire comme élément complémentaire au document reçu. Michel. Oui, moi j'y reprends la même phrase que toi. La nouvelle communauté n'a pas formellement défini sa stratégie de développement. En plus, il dit l'intercommunalité moulinoise ne dispose pas d'un projet communautaire, document écrit et réalisé par les différentes instances de décision. La qualité du ROB en termes de gestion, la tenue des documents budgétaires, la fiabilité des comptes et surtout la prévision des exécutions budgétaires méritent une attention plus soutenue en vue de rehausser la qualité. Ce qui veut dire que ce n'est pas très bon. Et puis j'en passe d'autres. Pour ces 2 dernières années, la présentation du plan pluriannuel d'investissement n'est plus du tout comparable. Les éléments fournis de manière synthétique ne concernent que le budget principal, ne présentant pas systématiquement les orientations en matière d'autorisation de programme. Et plus loin encore, s'agissant des modalités financières de la mise en place des services communs, la Chambre constate que le choix a été fait d'imputer la charge des services communs sur le montant de l'attribution de compensation versée à la commune. Il résulte du choix effectué, en l'espèce, une évaluation figée dans le temps, avec un coût de la mutualisation déduit à initio, ça veut dire au début, je ne peux pas parler comme tout le monde. Et carrément, ça veut dire jusqu'à la fin. Ça veut dire au début et le même jusqu'au bout. Voilà, du montant d'attribution de compensation. Il s'ensuit que l'intercommunalité supporte seule l'évolution à venir des charges de fonctionnement des services mis en commun, c'est-à-dire que les services de la ville de Moulins, par exemple. La Chambre relève que le choix d'une réfaction sur le montant d'attribution de compensation, consécutive à la prise en compte des charges mutualisées, et non assortie de clauses d'indexation et de fait favorable aux finances de la ville de Moulins. Donc après, les produits ont connu une croissance soutenue, et ce que je retiens surtout aussi, la fin de la période sous revue se caractérise par un fonds de roulement et une trésorerie plus que suffisant, en conséquence d'une thésaurisation, ça veut dire cumulée, procédant aussi d'un taux d'exécution budgétaire médiocre et d'un engagement opérationnel des programmes d'investissement marqué par les différés et les reports. Donc ce qui est programmé n'est pas fait. Un tel matelas de trésorerie n'est concevable que temporairement, dans l'attente de la réalisation de programmes d'investissement ou d'une élévation du niveau de service rendu. Si tel n'est pas le cas, la question du niveau des ressources fiscales ne peut que se poser. Donc quand j'entends le président dire qu'il n'augmente pas les impôts, il ferait mieux de les baisser puisqu'ils sont sa porte. Il y a un nombre de points qu'on a mis, on a partagé, on a trouvé les mêmes, et puis d'autres différents, non pas parce qu'on n'a pas voulu trouver les mêmes, mais c'est qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Que quelqu'un souhaite ajouter plus, je pense qu'il est comme ça, il a été présenté, est-ce que vous me donnez acte qu'il a été proposé, qu'il a été présenté, que si on voulait on peut faire un débat, mais on ne valide pas le rapport en lui-même. Il a été présenté, on prend acte qu'il a été présenté. Je vous remercie. Alors, point numéro 11, travaux de rénovation de la gendarmerie Jérôme Labonne. Oui, donc par délibération en date du 18 septembre 2019, le conseil municipal a décidé de confier la maîtrise d'œuvre de l'opération au cabinet bourbonnais Jacob et ses co-traitants Euclide et GKL. Et par délibération en date du 25 juin 2020, l'avant-projet détaillé s'élevait à 2 372 100 € hors taxe, soit 2 846 520 € TTC. Donc ce qui va concerner la suite, c'est l'unité fonctionnelle 1, concerne les années 1, 2 et 3, et les blocs 1 à 18. Donc une commission d'appel d'offres a eu lieu le 22 octobre 2020 afin d'examiner l'analyse des offres. Lot numéro 1, démolition, gros œuvre, VRD, montant d'estimation 74 000 € hors taxe, soit 88 000 € TTC. Il vous est proposé EFAG pour un montant de 68 042,83 hors taxe, soit 81 651,40 TTC. Lot 2, revêtement des façades, isolation thermique par extérieur. Montant de l'estimation 319 000 € hors taxe,
soit 382 800 TTC. Le choix s'est porté sur DDI façade pour un montant de 316 713,92, soit 380 056,70 TTC, une entreprise ligérienne. Couverture zinquerie, montant d'estimation 259 000 € hors taxe, soit 310 800 € TTC. Il nous a proposé, la commission d'appel d'offres a choisi l'entreprise Lazaro pour un montant de 199 021,47 hors taxe, soit 238 825,76 € TTC. L'eau étanchéité, 23 000 € hors taxe, soit 27 600 € TTC. La commission d'appel d'offres a choisi l'entreprise Forêt de Serre d'Averne pour un montant de 27 642,90 € hors taxe, soit 33 171,48 € TTC. L'eau 5, menuiserie extérieure PVC, porte de garage, montant d'estimation 204 000 €, soit 244 800 € TTC. Il est proposé de relancer ce lot en le déclarant sans suite pour motif d'intérêt général pour absence de concurrence. Il n'y avait eu qu'un choix, il n'y avait eu qu'une entreprise qui avait répondu et le montant était bien au-delà de l'estimation. L'eau 9, électricité, montant d'estimation 14 600 € hors taxe, soit 17 520 € TTC. La commission a choisi l'entreprise CME d'Averne pour un montant de 19 697,35 € hors taxe, soit 15 236,82 € TTC. Et donc, à l'unanimité, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable et propose au conseil municipal de retenir toutes les entreprises subventionnées pour un montant total de 624 118,90 € hors taxe, soit 748 942,68 € TTC. D'autoriser Monsieur le maire, en son absence Mme Foucault et M. Bourgeois, à signer les marchés, à intervenir avec les entreprises, de relancer le lot numéro 5. La dépense sera imputée au budget 111, alinéa 231 310. Des questions? Des observations? Sur l'ensemble, le lot infructueux, j'espère bien, sera trop fructueux à la prochaine année. On atteindrait pas loin on est autour de 1 million d'euros TTC pour la gendarmerie, pour la première tranche qui devrait démarrer dès que possible. Alors, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 12, finance, convention de mise en œuvre de la reprise des contrats de prêt de la ville d'Yzeure par Moulins Communauté. Pascal Foucault. Oui, donc comme vous le savez, depuis le 1er Parle janvier, bien près du micro. depuis le 1er janvier 2020, donc l'eau a été transférée à la ville de Moulins. Dans ce transfert, on avait signé une convention comme quoi la ville d'Yzeure, en 2020, paierait les emprunts, les 10 emprunts qui relèvent du budget de l'eau. Et malheureusement, dans l'année, compte tenu des conditions qu'on a connues, on a continué de payer les emprunts et la renégociation avec la Commune d'Aglo n'a pas pu se faire. Donc on vous demande un avenant pour prolonger cette convention pour que le cas des 10 crédits qui ne sont pas encore réglés se règle. Donc pour l'instant, on continue de payer ces crédits, mais la Commune d'Aglo nous remboursera à la fin. Et puis aussi, on a des opérations de refacturation de frais de personnel de 2019 pour un montant de 247 000 €, une quote-part de prêt contactée pour 57 000 €, et puis des menues dépenses de fonctionnement de la téléphonie, de l'électricité pour 4 600 €. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'approuver l'avenant de la convention de mise en œuvre de la reprise des contrats de prêt incluant également les dérégularisations d'opérations diverses et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le dit avenant à la convention si annexée. Les oppositions, les abstentions, je vous remercie. 13, révision des tarifs municipaux, c'est une délibération complémentaire, ça va sur un seul secteur. Catherine. Donc, dans le cadre du fonctionnement du centre social et conformément aux préconisations de la CAF, la tarification des services de la solidarité a été remise à plat en 2019. L'adhésion permet un accès à l'ensemble des activités proposées par le centre social sur les différents sites. Jardin Prévert, foyer de la baigneuse, salle à la voile, quel que soit le type de public.
Donc pour l'année 2020-2021, le prix de l'adhésion sera adhésion individuelle, enfants, adultes, personnes âgées, isoriens, 30 €, non-isoriens, 35 €. Il y a une adhésion familiale, famille composée de 5 personnes maximum, enfants, parents, grands-parents, isoriens, 40 €, non-isoriens, 45 €. L'adhésion pour les jeunes fréquentant l'accueil de loisirs sans hébergement de Balavoine inclut la restauration lors des périodes de vacances scolaires à hauteur de 3 repas par semaine. Une tarification sera toutefois demandée en supplément d'adhésion pour des activités dites exceptionnelles, telles que le séjour de l'accueil de loisirs ou encore l'école de jardinage. Le supplément correspondant est fixé pour l'année scolaire 2020-21. Donc, isoriens adhérents 2 €, isoriens non adhérents 7 €, non isoriens adhérents 7 €, non adhérents 10 €. Il est précisé que la tarification supplémentaire concernant la participation à l'école de jardinage prendra effet à compter de mai 2021. Des questions? Des observations? Alors, des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 14, facturation des services municipaux pendant la période liée à la Covid-19. Pascal Foucault. Alors, pendant la crise sanitaire, donc, les services ont été fermés le 17 mars 2020, le service en particulier de restauration au foyer de la Baigneuse. Donc, il vous est proposé de donner la possibilité de rembourser les tickets préalablement achetés et non utilisés. Donc, les remboursements pourront s'effectuer jusqu'au 10 décembre contre reprise du ou des tickets. Donc, il faut que les gens se présentent avec leurs tickets pour qu'on puisse les rembourser pour ceux qui le souhaitent. Pas d'opposition? Des abstentions? Je vous remercie. Bon, vous aviez vu qu'on a retiré les délits qui s'appelaient 15 et 16, puisque c'était 2 délits qui étaient liés avec le Noël nordique, vous avez vu, au vu du Covid. Après un temps de travail avec le comité de jumelage, il a été jugé beaucoup plus judicieux de ne pas s'organiser, pas partir à une organisation sur Noël, du Noël nordique, de la corrida, toutes les manifestations, parce que c'est quelque chose qu'il fallait lancer depuis maintenant, mobiliser beaucoup de monde. Et le comité de jumelage disant, est-ce qu'on va tous s'organiser, on va tous travailler, et puis le 10 décembre, on va nous dire tout est fermé. Donc ils ont trouvé qu'il était plus sérieux, plus judicieux, plus sérieux, de dire écoutez, on prend le compte que cette année, alors ce n'est pas le marché de Noël qui ne s'arrête pas, c'est que ça sera une année blanche, malheureusement, sur ce type d'activité, comme dans bien d'autres activités depuis la rentrée. Donc celle-là a été enlevée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 15 et 16, vous allez voir que vous avez ressorti de nouveaux documents, il est là, donc à la 15, nous avons une attribution d'une subvention exceptionnelle de solidarité au profit des sinistrés des Alpes-Maritimes. Jennifer, pour la solidarité. Le département des Alpes-Maritimes a été violemment touché par la tempête Alex le 2 octobre dernier. De nombreuses communes et petits villages ont été durement sinistrés et ont aujourd'hui besoin d'aide. L'association départementale des maires des Alpes-Maritimes ainsi que le conseil départemental ont lancé un appel aux dons auprès des communes et des particuliers. La commune d'Yzeure souhaite s'inscrire dans cette démarche de solidarité et nous vous proposons donc ce soir d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 €. Cette subvention sera versée sur un compte ouvert par l'association départementale des maires des Alpes-Maritimes qui se chargera de collecter les dons et de les répartir entre les communes touchées par les intempéries. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je pense que si on était comme eux, on apprécierait, même si effectivement 1 000 €, c'est pas une grosse somme, mais c'est bien une multitude de petites sommes, enfin sommes correctes qui peuvent permettre de faire quelque chose. Voilà. Je pense que c'est important. Point. Délibération 16, subvention allouée à l'Office public à l'habitat pour la réalisation d'un programme de 42 logements sociaux dans le parc Sainte-Catherine. Jennifer. Donc l'un de nos objectifs est d'accompagner financièrement le développement du logement social pour répondre aux besoins réels et favoriser la mixité sociale, ainsi que d'encourager l'accession populaire à la propriété par le dispositif sécurisé de location-accession.
Actuellement, 2 programmes de logements sociaux sont en cours sur la commune. Le conventionnement après réhabilitation d'un logement communal situé dans l'enceinte du groupe scolaire Louise Michel, ainsi que la création de 4 logements sociaux par le CCAS dans l'immeuble situé 35 rue de Verdun que la commune a cédé gratuitement au CCAS. Au-delà de ces 2 opérations, la commune entend bien initier d'autres programmes avec les bailleurs sociaux au gré des opportunités foncières qui se présenteront. Sur le parc de Sainte-Catherine, une centaine de logements sociaux est à réaliser pour respecter l'objectif de 25% de logements sociaux sur ce nouveau quartier. La commune est par ailleurs propriétaire de quelques parcelles bien situées à proximité du centre sur lesquelles une dizaine de logements sociaux peut être envisagée. L'exercice du droit de préemption peut aussi constituer un levier intéressant au gré des déclarations d'intention d'aliéner des propriétés bâties bien situées géographiquement. De plus, le levier du prêt social de location-accession est intéressant à activer pour permettre à des ménages modestes d'accéder à la propriété en toute sécurité. Des contacts seront donc pris avec Evolea afin de développer un programme en ce sens sur le terrain délaissé par la foncière logement à l'occasion du projet de rénovation urbaine 2005-2015 en fond de parcelle de la rue Rosa Parks. Sur les parcelles communales évoquées plus haut, des programmes PSLA pourront utilement compléter les programmes locatifs précités. Toutes ces perspectives permettront d'inscrire l'action de la commune dans un rattrapage déterminé de son déficit en logements sociaux qui est de 341 au 1er janvier 2020. Le rythme de ce rattrapage devra respecter les objectifs qui lui sont assignés par l'État, lesquels devront être en cohérence avec les objectifs du nouveau PLH dont le lancement a été sollicité auprès du président de Moulins Communauté. Donc dans ce contexte, un programme de construction de 42 logements sociaux est engagé par l'Office public Allier Habitat sur le parc de Sainte-Catherine. Il consiste en la construction de 16 T4 et de 26 T3 intermédiaires qui auront tous un accès extérieur ou une terrasse ou petit jardin. Ils bénéficieront également d'un niveau énergétique basse consommation. Chaque logement disposera d'un garage et d'une place de stationnement et la résidence sera dotée de places de stationnement supplémentaires. L'acquisition des logements par Allier Habitat se fera auprès de la société CDR Promotion qui débutera les travaux à la fin de l'année 2020 pour une livraison totale envisagée au 2e trimestre 2022. Cette opération est constituée de 22 logements sociaux classiques et de 20 logements très sociaux. Le loyer mensuel prévisionnel sera entre 377 et 525 €, compris les loyers des garages. Le coût total de l'opération est estimé à 6 235 900 € TTC. Ce coût prend en compte l'acquisition par CDR Promotion du terrain d'implantation de l'opération à la société d'équipement Assemblia au prix de 70 € TTC le mètre carré. Pour équilibrer financièrement cette opération, Allier Habitat sollicite une subvention de 295 000 €, soit 7 024 € par logement auprès des collectivités locales. Bien que déficitaire en logements sociaux et assujetti à ce titre aux prélèvements financiers prévus par la législation, la commune d'Yzeure doit supporter seule la prise en charge de cette subvention d'équilibre car ni le conseil départemental, délégataire des aides à la pierre de l'État, au titre de ces aides de droit commun, ni Moulins Communauté, collectivité compétente en matière de politique de l'habitat, n'ont souhaité à ce jour apporter un soutien financier à cette opération. Ces deux collectivités ont été relancées le 28 septembre dernier. Il vous est donc proposé d'attribuer à l'Office public Allier Habitat une subvention d'investissement de 295 000 € pour la construction de 42 logements sur le parc de Sainte-Catherine, d'assurer le versement de cette subvention selon le calendrier suivant. Donc un premier acompte de 95 000 € en 2021 sur présentation du contrat de vente, deuxième acompte de 100 000 € en 2022 et un solde de 100 000 € en 2023 sur présentation des 42 baux de première location des logements. Et de solliciter l'avis de la préfète
Oui, c'est pour ça que je viens de réagir, je me mets des choses très importantes. Donc, solliciter la prise en compte par Madame la Préfète de ces dépenses en diminution du prélèvement prévu, donc à l'article L302.7 du Code de la construction et de l'habitat. Voilà, aussi j'ai fait. Des remarques? Oui. Oui, tout d'abord, je vais essayer de faire plus court par rapport justement au Covid, par rapport à ce que vous avez parlé. En préambule, déjà, nous apprécions que l'équipe majoritaire s'inquiète du retard pris dans la construction de logements sociaux, même si on peut ne pas être d'accord avec les modes de calcul de l'État. Le mandat précédent, donc on avait été un petit peu, la construction avait été quasi nulle. Cette délibération nous interroge. On a l'impression d'un millefeuille au niveau du montage. Alors, je vais essayer de faire court. Je vais prendre l'exemple de la plaine Baudin. Auparavant, Ali Habitat avait construit elle-même. Là, on se pose la question pourquoi encore une fois, Ali Habitat, pourquoi ne construit-il pas lui-même? Il avait construit à l'époque, à la plaine Baudin, il avait construit lui-même les logements avec la gratuité des terrains accordés par la ville. Et en contrepartie, avait construit ensuite cédé à la ville, la crèche et la salle Jean Ferrat. Ici, donc, on a un intermédiaire, c'est-à-dire que Ali Habitat ne construit plus lui-même, mais confie ses travaux à la société CDR Promotion. Et donc, avec la conséquence suivante, cette société, le constructeur, reprend donc sa marge. Alors, la première question, je répète, pourquoi Ali Habitat ne construit-il pas lui-même? La deuxième question, la deuxième remarque plutôt, en accordant une subvention d'équilibre à Ali Habitat, est-ce qu'on n'est pas là en train de mettre le doigt dans un engrenage? En effet, la délibération fait mention de la reprise de contact avec les Voléas dans le secteur de la rue Rosa Parks. On pense que ce bailleur pourrait peut-être demander le même traitement, d'autant plus que la foncière ne cédera certainement pas ses terrains gratuitement. Il ne va pas faire cadeau des terrains. La troisième remarque, nous notons les deux refus des collectivités territoriales, le conseil départemental et Moulins Communauté. Alors comment ces refus ont-ils été justifiés, puisque dans les deux cas, la participation fait partie de leur champ d'action. Moulins Communauté, par exemple, peut verser 200 000 € à une société privée, à un groupe privé, Ionis, et ne pas soutenir le logement socializer. Alors on s'interroge. Alors que dans le même temps, les opérations menées par Evoléa, elles, sont aidées. Donc nous allons voter contre cette délibération, non pas que nous sommes contre le logement social, mais contre ce montage qui nous semble assez complexe. Alors, il y a des questions que j'entends, d'autres qui me surprennent plus. Est-ce qu'on a des réponses? D'abord, tu as commencé par retard dans la construction. Je ne crois pas qu'on ait de retard dans la construction à quelque chose près dans le plan sur le projet. On est bon à quelque chose près, c'est pas les quelques semaines. Et puis on est sur un projet de 15 ans, donc on n'est pas, il y a toujours des aléas. Donc ça là-dessus, je pense que c'est pas. Alors, pourquoi aller à l'étape? Je suis peut-être mal exprimé, ce que je voulais dire, c'est par rapport au pourcentage, justement, par rapport de logements sociaux. Donc là, voilà. D'accord. Bah, là d'ailleurs, c'est un des points que je voulais dire, il faut quand même savoir que maintenant, on dépend de la loi SRU, qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et la loi SRU fait qu'au fil du temps, je rappelle que quand on a commencé le mandat précédent, il nous manquait plus qu'une trentaine de logements sociaux. On n'en a pas moins. Simplement, les modes de calcul, la notion de zone qu'on a changé, et aujourd'hui, nous en faisons plus de 300. Cette question, c'est une vraie question, que tout le monde dit c'est complètement injuste. Je le redis comme à chaque fois, on est classé dans la même zone de tension que la ville de Toulouse, quasiment. Donc on sait bien que c'est aberrant, tout le monde est d'accord, sauf que c'est des textes nationaux, c'est des formules nationales, et quand on fait les formules, eh bien oui, on est dans cette catégorie-là. Donc on est en train de travailler, je le redis régulièrement, on en refait partir un courrier auprès des ministères pour le faire, on va essayer d'aller avoir un rendez-vous, parce que par dossier, on a des réponses polies, mais qui disent, bah oui, votre formule, elle fait que vous êtes là, comme ça, point. Donc ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, la loi SRL, elle s'applique. Pourquoi? Par contre, tu le dis. Aujourd'hui, je comprends, vous dites que c'est pas vraiment c'est une subvention d'équilibre, mais comme on sert, tu l'as dit, dans les lotissements précédents, on donnait la gratuité des terrains. Mais là, on les a vendus, les terrains.
C'est-à-dire que si vous regardez bien, on les a vendus même au prix fort, normal, 70 € le mètre carré. Alors pourquoi? Il était important, à partir du moment où on vend les terrains, donc on va toucher, enfin, l'opération va toucher de l'argent des bailleurs pour acheter les terrains, mais on va mettre une subvention. Pourquoi? Parce que notre subvention d'équilibre, elle correspond à des années de prélèvement par rapport à notre manque de logements sociaux. C'est-à-dire que si on avait donné, je le dis très simplement, si on avait donné les terrains, comme d'habitude, on n'aurait pas donné ces 295 000, on est d'accord, on aurait donné les terrains, on aurait pu faire. Au bout du compte, on aurait payé entre 80 et 90 000. Je rappelle que pour l'instant, notre pénalité, c'est 80 à 90 000 € par an. Là, si on fait ça, c'est considéré comme un... Et c'est pour ça que je disais la dernière phrase est très importante, et ça on l'a vérifié avec les services de l'État, ça va nous permettre d'être en déduction de nos prochaines pénalités. Alors, il y a toujours un temps de décalage, ça ne va pas nous sauver pour 2021, mais ça veut dire qu'en gros, c'est 295 000 €, ça fait quasiment 3 années, on a donc 3 années de plus pour faire bouger la règle. Si on l'a fait bouger, tant mieux. Je pense que je commence à me demander si on va arriver à faire bouger une règle qui a été votée et quand on n'est pas beaucoup être concerné comme ça. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup dans cette situation. Donc, voilà pourquoi, en fait, la notion d'équilibre, c'est à la fois un équilibre, mais ça correspond bien à 3 années quasiment de cotisation, parce qu'on aura les pénalités, qu'on le veuille ou non. Alain, vous pourriez me dire, ça correspondrait à quelle année, celle-là? 2 ans après. 2 ans après. 2023, 2024, 2025. Voilà, il faut 2 ans de décalage, donc ça sera 2023, 2023 et 2025. Ça, c'est le montage financier validé par l'habitat, validé par les services d'État, la préfecture qui a, parce qu'on a fait ces précautions. Après, pourquoi les habitats utilisent un constructeur? Ils commencent à le faire de plus en plus parce qu'ils n'ont plus chez eux les capacités de prendre en charge la totalité des opérations financières. Et comme ils ont lancé beaucoup d'opérations, en particulier sur Vichy aussi, maintenant ils font appel à ce qu'ils appellent des gens qui, c'est eux qui font les plans, c'est eux qui disent ce qu'ils veulent, et ils confient à un constructeur de faire, mais c'est eux qui sont notre interlocuteur. Nous, notre seul interlocuteur, c'est bien Ali Habitat. En fait, ils utilisent, alors, on va pas dire des sous-traitants, mais ils utilisent d'autres personnes qui font pour. Voilà. C'est ce qui a changé un petit peu, et c'est vrai qu'effectivement... Alors pourquoi le refus des collectivités locales? Ah mais c'est simple, c'est que maintenant ces 2 collectivités ne mettent plus d'argent dans le logement social des bailleurs. Et rappelle-toi, tu étais à la Com d'Aglo, le mandat précédent, on a arrêté les subventions, je me suis battu derrière, je l'ai dit plusieurs fois que je trouvais inadmissible que la Com d'Aglo se retire, et que la réponse du président, et ça rejoint un peu des choses qui étaient mises dans le rapport Chambre des comptes, il disait, mais au coup par coup, on fera une dérogation. Et il y a même un jour, dans un conseil communautaire, j'ai dit, oui, la dérogation, on la fera si ça sera sur Moulin et fait par Moulin Habitat à l'époque. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quel est le seul programme qui est financé par la Commune d'Aglo en habitat? C'est Chartreux, bon programme. Combien d'argent met la ville de Moulins sur le programme des Chartreux, la rénovation? 0 €. Et c'est payé par le conseil régional dans un programme spécifique, fait sur mesure. Il n'y a pas de copinage dans certains élus, pas du tout. Hein. Et la Commune d'Aglo. Et ça, on l'a posé en Commune d'Aglo, la Commune d'Aglo ne fait plus. Peut-être qu'on fera bouger. Le conseil départemental, ils ne le font plus. On va peut-être bouger, il y a des choses qui bougent un peu, on sent qu'il y a une porte qui est, je dirais, si vous me permettez l'expression, entrouverte. Donc on va essayer de la pousser. Parce qu'effectivement, tout ça, ça sera intéressant, mais si on n'a pas pour 42 logements, je vous rappelle qu'on doit faire 25% de logements sociaux. On doit en faire une centaine dans le programme, donc on a encore un petit peu de temps. Donc il faudra. Comme il faudra peut-être que d'autres bailleurs viennent. Il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'Ali Habitat qui vienne. Evoléa viendra peut-être. Voilà. Donc je ne sais pas, je vais répondre à tout, mais sur les deux programmes, les 2 collectivités territoriales, ce n'est pas contre notre programme, c'est qu'elles n'interviennent plus sur ce type de programme. On pense ce qu'on en veut, on a d'autres instances, on peut en discuter, en débattre, parce que sur le fond, là, on est juste dans la situation où on constate que les bailleurs, certains ne veulent plus intervenir, d'autres interviennent. Voilà ce que je pouvais dire. Moi, dans ce cas-là, la question que je te pose, à quoi ça sert d'être dans l'exécutif en communauté si on ne peut rien obtenir? C'est la question que je me pose. C'est une question facile, quoi. Oui, oui, mais
Mais sur d'autres points, on fait avancer. Tu sais, quand on est dans un exécutif, on n'est pas dans la majorité, on est dans l'exécutif. Il y a des choses sur lesquelles on peut peser, d'autres on ne fait pas. On a eu des choses sur le mandat précédent, on en a eu quelques-unes, on n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est un établissement public de coopération intercommunale. La coopération, elle a vu. Iser n'a pas bénéficié de grand-chose quand on voit le rapport d'accord des comptes. Hein? Mais on n'a jamais dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Mais il n'y a jamais eu de programme de gouvernance de négocier avec la Côte d'Aglo, contrairement à ce que votre mentor vous dit régulièrement. Je dis ça parce que comme très souvent, tes interventions, je les ai lues sur un certain journal les jours qui précèdent, il y a les mêmes. Tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, je suis désolé, mais je les ai lus il n'y a pas longtemps, c'est bien. Mais qu'une personne dise des choses, mais qu'il aille au bout. Quand il dit qu'il avait un programme de gouvernance, non, nous on a dit, on veut une gouvernance différente. On va essayer, on n'arrivera peut-être pas. Mais c'est pas dit, c'est pas dit. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on est dans l'exécutif qu'on obtient toujours tout ce qu'on veut. Un exécutif, c'est une majorité, et puis de temps en temps, on est minoritaire dans la majorité. Voilà. Ok. Alors sur ce dossier, donc, qui est contre cette délibération qui permet de financer une partie du logement social? Qui est contre? Vous êtes 4. Contre le logement social. On peut. Non, on a dit qu'on n'était pas contre le logement social. C'est bon. On s'est expliqué quand même. Non, mais je comprends très bien. Vous êtes contre donner de l'argent qui permet d'avoir un logement social. Voilà. Oui, c'est ça, t'as raison. C'est super. Alors, qui s'abstient? Qui s'abstient? Vous reprochez à la communauté. 2, 3. Oui. Donc les autres, je vous remercie. On voit où sont les tenants du logement social. Ce qui se pose moins de questions. Voilà. Ok. On continue. Délibération numéro 17. Alors on passe sur toute une série de délibérations financières. Alors, on passe la parole à Pascal. La délibération 17. Donc, admission en non-valeur de produits irrecouvrables. Donc, la trésorerie nous a fait parvenir début septembre une liste de recettes à mettre en non-valeur. Donc, on a pour 19 456,57 € entre 2006 et 2019. Cette liste, elle correspond à des débiteurs ayant fait l'objet de procédures collectives ou de surendettement, de personnes décédées contre lesquelles les recherches n'ont pas permis de pouvoir saisir des biens ou les avoirs succession, des petits montants résiduels inférieurs aux montants pour lesquels les comptables publics sont autorisés à effectuer des poursuites contraignantes, et des procédures engagées ne permettant pas le recouvrement forcé des créances émises à l'encontre des redevables. Donc, nous vous demandons donc d'admettre en non-valeur l'intégralité des titres présentés et d'autoriser l'ordonnateur à émettre les mandats correspondants. Donc, c'est 19 456,57 € entre 2006 et 2019. Mais ce n'est pas nous qui décidons de quand est-ce qu'on reçoit ce genre de documents, c'est la trésorerie qui épure le consentement. Et le mandat précédent, on avait épuré les loyers électroniques pour un montant non négligeable. On va rapprocher plus près du micro. Non, mais voilà. C'est allumé seulement. Si, mais c'est que j'ai l'impression que le masque, la matière... Ah ben, la matière coupe la voix. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. 18, budget annexe gendarmerie, décision modificative numéro 1. Oui, cette décision modificative, elle concerne l'investissement, c'est simplement un changement d'imputation, puisque nous avons refait un portail pour un montant de 3 438 €, et donc nous enlevons au montant des travaux de la gendarmerie qui était en investissement de 207 000 €. Dans l'opposition, on est dans un petit ajustement technique. Alors, je vous remercie. Point numéro 19, décision modificative sur le budget annexe de la restauration. Oui, ce sont en investissement, donc ce sont des 669 € de dépenses imprévues en investissement et plus 669 € en recettes sur le virement entre les deux sections, et en fonctionnement 15 000 € d'intérêts d'emprunt et 5 000 € pour faire face à d'éventuelles pannes et entretien de matériel de cuisine.
et amputé d'une dépense imprévue suite à un sinistre EDF. Voilà pour la restauration municipale. La suivante. On fait tous les budgets annexes, on votera après, en général on fait comme ça. Le parc de la Motte, donc 9 000 € d'investissement sur le remboursement de capital des emprunts, donc ça c'est la banque qui avait un petit peu oublié. 9 000 € en recettes sur le virement entre les deux sections et en fonctionnement. Donc on rajoute 11 400 € en recettes et ce sera abondé par une subvention d'équilibre du budget principal. Voilà. L'allocation d'Iserespace, 200 € en investissement pour du matériel informatique et qu'on reprend sur une autre ligne. Et en fonctionnement, 1 000 € pour un remplacement de vitrage suite à de la casse. Et on enlève donc 1 000 € de dépenses imprévues pour équilibrer la section. Sur la saison culturelle. La saison culturelle, donc c'est des petits morceaux de crédit pour un montant total de 20 000 € qui nous permettront de réduire la subvention d'équilibre de 20 000 €. Donc c'est des crédits qui ont été vus avec les services et qui ne feront pas défaut à la fin de l'année. Et 25, alors un petit peu plus de chiffres, puisque c'est celle du budget principal. Donc on rajoute 68 320 € pour les remplacements via le centre de gestion. La prime Covid qu'on a votée la dernière fois pour 16 700 €. Des dépenses supplémentaires liées à la situation sanitaire, donc l'achat de gel, de masques et tout le reste pour 1 000 €. Des fournitures pour le service... 10 000, pardon. Des fournitures pour le service entretien, 3 000 €. Des pannes de chauffage, 10 000 €. De la maintenance de chauffage, 40 000 €. Des frais d'acte et de contentieux, 10 000 €. Des créances admises en non-valeur, 20 000 €, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des régularisations sur les intérêts, 5 000 €. Et une subvention d'équilibre versée au budget annexe du parc de la Motte, 11 400 € dont je vous ai parlé tout à l'heure. En dépenses, donc, on reverse les 16 541 € au parc de la Motte, on enlève 20 000 € à la subvention d'équilibre de la saison culturelle, on enlève 13 000 € aux organismes de formation et on enlève 13 000 € de transport scolaire suite aux transports qui n'ont pas été effectués pendant le Covid. Allez, je suis désolé, on commence par enlever les crédits de formation, vous allez vous dire. Mais c'est qu'on arrive à la fin de l'année qui ne sont pas utilisés, qui ne seront pas utilisés. En fait, techniquement, on peut pas. Ah oui, c'est pas les frais de formation des élus. Mais c'est peut-être pas sur la formation des élus. Pas obligatoirement, c'est peut-être sur le budget formation des personnels. Je vous titillais, s'il vous plaît. Un tableau. Non, mais fini. Voilà, donc vous voyez, on est sur des petits rajustements de fin d'année. Des questions, des oppositions. Si, oui. Je remarque qu'on a fait des modifications en juin, on a réduit les investissements et tout, mais on ne les a pas remis, par exemple, sur les écoles, moins 100 000 €, on n'est pas mis quelque part. Il y a beaucoup d'investissements qu'on n'a pas réaffectés. Donc on est toujours en moins dans les investissements. C'est la remarque que je peux faire. Le problème, c'est que les entreprises n'ont pas bien travaillé. C'est beau de mettre des... On peut faire comme la communauté, on peut mettre des investissements qu'on ne réalisera jamais, mais c'est pas très honnête. On a essayé de relancer un certain nombre de travaux. La preuve, l'appel d'offres de tout à l'heure, on l'a lancé, mais il y a les disponibilités des entreprises, et puis il y a quand même faire des appels d'offres chaque fois qu'on a voulu relancer des compléments. On l'avait dit d'autres fois, fait un peu moins de travaux avec nos agents parce qu'ils ont fait appeler les entreprises pour retravailler, mais le basculement nécessite, et c'est normal, un certain nombre de démarches administratives type appel d'offres, même s'ils sont restreints, des choses comme ça. Voilà. Et puis, peut-être rappeler que les travaux dans les écoles se font pendant les périodes de vacances scolaires et c'est vrai que c'est quand même plus propice pour l'été que sur 10 à 15 jours de vacances. Surtout que les principaux travaux, ce sera des travaux d'isolation au niveau des changements des fenêtres et c'est pas la saison la plus idéale pour les changer. Tout le monde entend. Alors sur l'ensemble de ces décisions, des oppositions, des abstentions, abstention alors 4.
C'est abstention 4, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Et c'est Michel, c'est pour la tienne. Oui. Non mais, bah oui, mais faut que tu lèves, qu'on enregistre bien comme il faut. Ok. Mais monsieur, est-ce que c'est... Alors vous faites sur toutes les ou que sur le budget principal. Cette position d'abstention, c'est sur tous les budgets annexes. Sur le budget annexe. Les autres, c'est les votes. Ok. Bon, on pourrait poser la question comment on fait. Ok. Bien, ça vous va? C'est bon? Ok. Alors, si on est sur les questions diverses, une information par rapport à l'eau, la préfète vient de nous répondre. Donc on vous enverra la réponse de la préfète et on le mettra à l'ordre du jour de la prochaine commission urbanisme. Ce n'est pas une question nette qu'on peut discuter comme ça, à la découvrir en pleine note. Donc on vous l'enverra, on fait la réponse et donc la commission urbanisme aura l'information et pourra en discuter lors de la prochaine commission qui aura lieu obligatoirement avant le conseil municipal. Donc, vous aurez la lettre de la préfète. Voilà. Et puis pour... alors qu'est-ce qu'on a comme pour terminer, puisqu'on a fini les différents points, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres sur la situation sanitaire. Ah. Tu nous en parles pas de la réponse de la préfète? Ah ben non, parce qu'il faut la lire, parce qu'elle en a 2 pages. Ah oui, d'accord. Si j'en parle, je vais être dans l'interprétation et ça ne me paraîtrait pas bon. Ok, parce que oui, on attend toujours. Je dois dire qu'il faut lire plusieurs fois et prendre son temps de lecture. Oui, je comprends, voilà. C'est du texte administratif d'administration. Donc il vaut mieux l'envoyer, prendre le temps de lire, de regarder, et puis d'en discuter quand on a le temps de lire que de sortir comme ça, où des phrases un peu, chacun de nous pourrait être interprété. Et moi je ne veux pas donner une explication, il est trop complexe, enfin il est à la fois clair mais un peu complexe. Moi je voulais vous donner quelques chiffres sur la situation sanitaire quand même, parce que ça, je trouve que ça fait partie des informations. Vous vous rappelez, on en avait discuté un peu, d'ailleurs, je crois que c'est Michel qui m'avait posé quelques questions au Conseil de septembre sur la situation sanitaire, il me semble, je me souviens. Je vous rappelle qu'à l'époque, je vous avais dit le taux d'incidence. Alors, dans l'Allier, en juillet, il était à 10, et quand on a fait le Conseil en septembre, on était à 50, on était au veille de passer en zone rouge. Hein? On était à 30. Donc, on avait peur parce qu'on sait qu'on passe à 50 quand on est. Pour information, le taux d'incidence aujourd'hui dans l'Allier, il est à 522. Donc, c'est des chiffres, sauf que quand on voit les progressions, elle est là. Si vous prenez dans la région Auvergne, le taux d'incidence, il est à 800, 805 exactement, encore plus haut que nous, alors qu'en France, on est à 448, c'est-à-dire qu'on est plus que la moyenne nationale, et puis la région, et je ne vous cache pas, alors il faut le dire, je veux le dire avec précaution parce que je vois bien, qu'on est en train de sentir que ça monte, la région de la Loire, pas la région de la Loire, le département de la Loire est plus explosé. Loire, Saint-Étienne, et on n'est pas loin. J'ai envie de dire... C'est le record de France, Saint-Étienne. Hein? C'est le record national, Saint-Étienne. Oui, mais on est à côté, en département. Vous savez, rappelons-nous, la première vague, c'était Mulhouse et ce qui s'est passé autour. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas d'analyse plus que ça, sauf que les chiffres, ils prennent la même ligne. Donc on est quand même très content. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin en ce moment, les 3 hôpitaux de l'Allier accueillent chaque jour, en moyenne, 30 personnes qui rentrent pour le Covid. Au plus fort de la première vague, on est monté à 14. C'est tout. Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a derrière, mais la crise n'est pas derrière nous. Les précautions, elles ne sont pas derrière nous. Et si je dis ça, c'est parce que tous, je pense que vous êtes sensibilisés, on sait qu'il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse passer des messages. Il y a de plus en plus de personnes asymptomatiques qui peuvent y être et qui ressentent rien. Je veux dire, c'est impressionnant. Et je pense qu'on est tous pareils, dans les familles, dans les amis, quand on entend parler, X, il a. Donc voilà. Donc il faut qu'on fasse attention. Je tiens à saluer le travail des services. Vous avez dû voir... Je pense que vous êtes destinataires tous d'un note de service. Hein, vous avez dû voir, il va y en avoir une autre qui part demain, qui est un peu complémentaire, qui n'a pas beaucoup bougé, parce que les services, on ne fait que s'adapter aux notes, parce que c'est pas toujours simple, qu'il faut fonctionner. On peut resaluer le courage de tous nos agents, c'est compliqué, aussi bien les responsables de service qui doivent organiser que nos agents sur le terrain. Tous les gens bossent, tous les gens essayent de faire, on espère au mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on ne doit pas être loin.
Voilà, pour l'instant, mais ça vient et je pense que ça continue de monter. Mais ceci dit, c'est pas être fataliste de dire, c'est simplement connaître un peu les éléments. Donc je voulais vous le dire, et quand effectivement, voilà. Bon, moi je vous ai dit, c'est les derniers chiffres, hein, bon après, moi je vous donne, ils sont comme ça, après on peut regretter, mais ils sont comme ça. Alors, comme remerciement, nous avons les remerciements de M. François Santus, qui est président d'Auvergne-Limousin et président de la Fédération des Goldwing Clubs de France, pour le soutien qu'on leur a apporté lors de la Goldwing. Bon, on assurait juste un support logistique par la police qui était dans les routes, là, pour reconnaître le support qu'on a fait. Et plus local, Mme Rogue et Mme Rougeroux, qui sont de la maison d'assistance maternelle, nous remercient d'avoir pris la décision de ne pas faire payer le loyer pendant la période qui était liée au Covid. Et on peut dire qu'elles sont maintenant propriétaires, puisque c'est fait, je crois qu'en septembre, on avait peut-être parlé au conseil, elles ont acheté, comme il était prévu, la MAM qui est sur la plage du Privé a été achetée. Et nos 2 prochains conseils municipaux seront le jeudi 17 décembre et le jeudi 4 février. Vous dire comment on les tiendra, eh bien on vous dira dans un mois au journal. Laetitia ? J'aurai une déclaration de groupe. Oui, vous pouvez, oui, excusez-moi, vous n'avez pas le petit peu ici. Non, je voulais juste le faire signer. Alors, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est dans une période encore fortement troublée que nous tenons notre conseil municipal. La responsabilité qui nous incombe est d'autant plus grande que la commune représente le premier échelon des institutions de la République, au plus proche de la vie de nos concitoyens. Nous regrettons que l'école, levier de la construction citoyenne de nos enfants, soit la cible de l'obscurantisme. Il est alors d'autant plus crucial de donner les armes de l'exercice démocratique à nos jeunes, y compris en dehors de l'école. Aussi, malgré les contraintes de tous ordres, les élections des représentants des écoles au conseil municipal d'enfants et de jeunes se sont déroulées et l'installation du CMEJ devrait avoir lieu dès que possible. La continuité des actions réalisées par les jeunes de la précédente mandature sera assurée pour que leur travail ne soit pas englouti par la période Covid. Toujours en direction de notre avenir et centrée sur nos jeunes, l'opération 1000 arbres, 1000 enfants était programmée dès ce mois de novembre. À la campagne indispensable d'abattage d'arbres due à la sécheresse, aux aléas climatiques, à la fragilisation des essences, succède un vaste plan de revégétalisation de notre commune. De la plantation de hauts-jets au repeuplement naturel, toute une palette d'actions se décline sur plusieurs années dans un plan ambitieux et adapté aux enjeux que sont les nôtres sur notre territoire. S'inscrivant dans l'avenir, quoi de plus légitime que d'y associer la jeunesse de nos écoles dans un parrainage un arbre, un enfant. Celui-ci donnera son nom, le verra grandir, s'épanouir. Toutefois, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de maintenir cette première saison dès cet automne. Cette opération est juste ajournée au printemps si le contexte de crise nous l'autorise. Comme vous pouvez le constater quotidiennement, les travaux pour l'avenir et le développement de notre commune progressent. En ce qui concerne le parc Sainte-Catherine, le projet de construction des 42 logements sociaux est en voie de concrétisation. Une démarche est engagée pour la nomination des 3 premières rues, en mettant en valeur des personnalités liées à notre commune et l'équilibre naturel entre les genres. La construction de cette ZAC a été possible grâce à notre politique de développement foncier et au plan local d'urbanisme que nous avons élaboré, outil de notre politique municipale que nous souhaitons conserver. La crèche à Isatis ouvrira en janvier avec des locaux adaptés et une augmentation du nombre de places comme nous nous y étions engagés. Les travaux de l'engendarmerie vont débuter avec un carnet de commandes de près d'1 million d'euros pour les entreprises de notre territoire. Afin de soutenir les petits commerçants encore durement touchés par le confinement, nous appuierons, en lien avec la communauté d'agglomération, toute initiative leur permettant de maintenir une activité. Face au contexte qui de nouveau se complexifie, nous profitons pour remercier par avance les agents des services qui seront à pied d'œuvre, dévoués une fois encore, pour assurer avec un maximum de sécurité l'ensemble de leur mission auprès des Iseriennes et Iseriens. Merci.
Merci à votre intervention. Donc on peut clore ce conseil municipal. Merci de votre présence.